Restons au théâtre de l'Odéon encore un peu. Claire, tu restes avec nous, Hélène, on te retrouve et nous sommes rejoints par Bénédicte du blog La Nouvelle Claque. Bonsoir. Bonsoir. Pour nous parler de leur voyage au pays lointain de Jean-Luc Lagarce avec Clément Hervieux-Léger comme chef de gare. Louis, à l'aube de ses 40 ans, revient dans sa famille lui annoncer sa mort à venir. Comme dans Juste la fin du monde, la famille, les amis, les fantômes, les silences et les amertumes sont au centre de ce retour au pays lointain. Sur Twitter, Emma de l'Étoffe des Songes évoque un bouleversant voyage aux confins d'une vie. Hélène, Bénédicte et Claire, avez-vous fait bon voyage ? Excellent voyage. Alors, contrairement à la pièce précédente où il disait que la mise en scène était fabuleuse, mais le texte pêchait un peu, là je dirais que c'est un petit peu l'inverse. Moi, je n'ai vu que le texte, je n'ai entendu que ce texte, j'ai été tenue en haleine par ce texte, qui est d'une musicalité absolument incroyable, qui est d'une précision émotionnelle extrêmement forte. En revanche, je ne vais pas dire qu'on est au degré zéro de la mise en scène, mais on en est quand même pas loin. C'est un petit peu le principe du chœur, c'est-à-dire que chacun prend son rôle et chacun va donner son point de vue, c'est-à-dire il y a une série de monologues, chaque acteur a son morceau de bravoure. Il y a quelques interférences de jeu, mais assez peu. Enfin, moi, c'est ce que j'ai entendu. J'ai pas tellement fait attention aux échanges ou aux dialogues. J'étais plutôt mon attention a été plutôt retenue sur la succession de monologues. Mais alors, ce texte est une telle densité, d'une telle force qu'on ne voit pas le temps passer. Et il y a des gens qui sont partis à l'entracte parce que la pièce est relativement longue. J'ai trouvé ça bien dommage parce que j'ai même trouvé que la deuxième partie était encore plus forte que la première. Mais je vois que mes petits camarades ne sont pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Et ce qui est étrange, c'est que en fait, j'ai passé une bonne soirée, j'ai bien aimé, mais alors j'ai pas du tout la même perception de ce que j'ai vu. Déjà, je partais un peu de zéro au niveau de Lagarce, je connaissais pas. Donc, je savais déjà que je m'embarquais dans une aventure de 4 heures et que ça allait peut-être être un peu ténu et un peu difficile à certains moments. Il y a certains moments où je décrochais. Et en même temps, moi, ma perception, c'est plutôt que Clément Hervieux-Léger, ok, j'ai un petit faible pour Clément Hervieux-Léger, a fait, soyons honnêtes, j'ai l'impression qu'il a dirigé d'une manière à faire entendre le texte d'une manière qui résonne et qui est la mieux possible sur ce texte. Parce qu'en fait, il faut s'accrocher quand même quand on ne connaît pas la langue de Lagarce. Et tu vois, par exemple, tu dis que on est au degré zéro, mais par exemple, rien que le fait qu'ils soient tous sur scène tout le temps, c'est déjà son choix de mise en scène à lui. Et ça pourrait être ça pourrait ne pas du tout marcher, ce genre de mise en scène, où effectivement, quand on a pendant 4 heures tous les acteurs en plateau, qui n'ont que parfois des petits rôles, le fait qu'on arrive à diriger de manière à ce que les déplacements ou, je sais pas, les postures, les regards, ce genre de choses fait qu'il y a quand même des choses qui se tissent entre eux et qui fait qu'ils sont pas accessoires mais qu'ils ont quand même un rôle, même s'ils sont pas là dans tous les dialogues. J'étais un petit peu provocante, mais... moi, j'ai trouvé que justement, du coup, il y avait un beau travail. Et en fait, ce qui m'a beaucoup intéressée aussi, j'ai eu la chance en fait, d'aller à une conférence après au Louvre, et qui était en fait une conférence où il y avait à la fois un conservateur du Louvre et Clément Hervieux-Léger, où il faisait un parallèle entre la peinture et le théâtre de Lagarce. Et ce que je trouvais très intéressant, c'est que dans cette conférence où il parlait de sources, et en fait il parlait du bain turc, de Ingres, après on passait à l'enlèvement des Sabines de Poussin, et enfin c'était vraiment des correspondances, des fois un peu farfelues, mais ça venait naturellement dans ses explications, et je trouvais que du coup c'était super intéressant de creuser par là le travail de metteur en scène et d'essayer de comprendre quels sont tous les fils qu'on tire pour essayer de créer des œuvres comme ça, quoi. Moi, ce que je peux ajouter, c'est qu'en termes, justement, dans la mise en scène, là où il est très fort, Clément Hervieux-Léger, c'est le décor. Je trouve que c'est quelqu'un qui a une esthétique fabuleuse, une délicatesse. Et donc, en fait, quand on voit ce décor dans ces bleus, c'est cette espèce de no man's land avec tous ces êtres. Moi, j'avais un peu l'impression d'être dans la Cité des Anges ou d'avoir voilà, un cœur antique. Enfin, ils sont tous beaux. Et en fait, de les avoir là, moi, ça m'a déjà plongé dans le texte. Parce que c'est vrai que le texte, malgré tout, même si on le suit, il faut être très concentré. Et je pense qu'effectivement, la mise en scène de Clément Hervieux-Léger nous amène à suivre
le rythme du texte, surtout dans la deuxième partie, il faut dire, où là vraiment, moi je trouve que tout le théâtre de Clément Léger qui est vraiment virevoltant, j'aime beaucoup, il avait fait ça à la Comédie Française pour l'éveil du printemps, on voyait les jeunes courir un peu partout, et voilà, je trouve que tout ce qu'il met en scène est beau en fait, et on a envie de le suivre, et quand il y a ces scènes de famille, ces cris, enfin voilà, ces danses, etc., moi je trouve que ça représente exactement ce qu'on peut ressentir en famille, à la fois l'amour, l'impossibilité de se parler. Voilà. Mais c'est vrai que j'avoue, dans la première séquence, c'est assez long, ça a mis du temps à s'installer. La deuxième séquence est explosive et là, on ressent... Moi, j'ai trouvé que c'était pas précis. Oui, j'ai bien vu, il y avait des mouvements, mais j'ai trouvé que c'était pas précis. En fait, j'ai trouvé que c'était fouillis. Pas esthétique. Voilà, justement, à l'inverse, dans l'éveil, c'était extrêmement millimétré. Et là, on avait quand même l'impression d'une espèce de fouillis, on savait pas trop. Du reste, ils savaient pas trop s'il fallait qu'il se place. Il y avait des moments, alors moi, je l'ai vu deux fois, donc c'est vraiment... Oui, et c'était exactement la même chose. Oui, non. Pratiquement. Ouais. Ah oui, complètement. Bon, ça donnait pas cette impression. Il y avait des moments où je me disais, mais c'est un peu approximatif. Ils arrivent, et du reste, ils se cachaient les uns les autres à certains moments. Vous voyez, ça se repositionnait. T'as été troublée par les déplacements. C'est tout à fait mineur. Sinon, quand même, la distribution, parlons-en. Ouais. Cette distribution, mais cette distribution est extraordinaire. Oui. Et contrairement à ce qu'on croit, Loïc Corbery, c'est pas lui qui tient le meilleur rôle. Hein. Voilà. Ouais, Audrey Bonnet qui est quand même Audrey remarquable. Bonnet est exceptionnelle. Voilà. C'est-à-dire qu'elle elle nous fait chavirer, quoi. En plus, cette partition de la sœur est fabuleuse. Et alors quand elle le joue, on est scotché, quoi. Hein. C'est vraiment... Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que comme ils ont tous leur partition et un peu leur moment de gloire, on va dire, dans la pièce, moi je changeais un peu d'avis. Au début, j'avais justement l'impression que Louis, qui est joué par Loïc Corbery, serait au centre, parce que je connaissais pas, donc j'arrivais de zéro. Et en fait, j'avoue que moi, au fur et à mesure, je l'ai de moins en moins aimé, ce Louis, parce que je trouvais que c'était finalement quelqu'un qui a pas laissé prise aux gens et qui a fui tout ce qui pouvait être des choses comme les responsabilités de ce qu'on doit aussi à ceux qui nous aiment. Et du coup, petit à petit, d'avoir toutes ces voix et d'avoir ces gens qu'il a connus pour une nuit, pour des relations ou alors sa famille, je me rendais compte de tout ce qu'il allait laisser, puisqu'on parle quand même d'une incapacité à dire, et donc sa maladie, et il va partir donc sans délivrer le message qu'il était donné. Et à dire l'amour aussi, parce qu'en fait on sent... Et ça, c'est terrible. Moi, du coup, j'étais arrivée en me disant, bon, Loïc Corbery, ce sera le rôle principal, je vais bien aimer et tout. Et au final, le personnage est quand même assez distant de tout, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que Loïc Corbery s'aventure souvent dans des personnages complexes, parce que c'est vrai qu'il a cette image de jeune très juvénile, de jeune premier, et je trouve ça chouette qu'à chaque fois il s'aventure dans ces personnages très complexes. Un peu torturés. Je crois qu'il veut casser un peu cette image. Ouais, je le comprends, parce que comme on avait vu là le Don Juan mis en scène par, à la télé par Vincent McCain, il était ultra trash et c'était génial. Là aussi, il était dans un téléfilm récemment où il a pas un rôle super fun non plus. Oui. Incestueux. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Mais c'est vrai que cette pièce, elle est vraiment essentielle, quoi. Parce que, je veux dire, bon là, c'est presque l'histoire de Lagarce, en fait. Hein, c'est une pièce testamentaire et tout ça. C'est un homme qui n'arrive pas à dire qu'il va mourir, voilà. Mais ça dit, en fait, beaucoup des relations familiales. Et même si on a une famille où tout va bien, où tout va mal, mais ça dit tout, en fait, sur les relations humaines. Chaque personnage, la sœur, la mère, le père, le beau-frère, enfin le frère et la belle-sœur, je trouve ça très très juste, en fait, les places qu'on a chacun dans les familles, l'impossibilité de dire l'amour, parce qu'en fait on sent quand même qu'il y a quelque chose, que cet être il est à la fois, on se dit qu'il est sans amour, il est sans sentiment, et en même temps on sent qu'il est, et ça je trouve qu'il le joue bien, le Corbery. On sent qu'il a envie, mais qu'il arrive pas, il y a quelque chose qui le bloque. On sait pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui le bloque. Et qu'il a bloqué toute sa vie, en fait, parce que même dans ses relations amoureuses, etc. Et c'est vrai que la langue de Lagarce... C'est un texte. Pour moi, avant tout, c'est un texte. Je suis d'accord. Tellement sensible au texte. Je pense que ça pourrait être presque une pièce radiophonique pour moi. Mais après, je suis peut-être plus sensible. Il y a une musique, il y a ce ressassement, en plus, c'est d'une précision. Enfin, il faut le lire derrière. Moi, je pense qu'il faut le lire, le relire. Après, la force du jeu, je pense que c'est aussi de permettre d'entendre, comme le texte est énormément sur des répétitions.
Ça donne la densité de l'avoir à l'écoute et d'avoir quelqu'un qui le dit. Je pense que ça peut être aussi un exercice compliqué. C'est cette école-là, mais c'est là que je me suis rendu compte que Rambert était dans la même lignée que Lagarce. C'est là, ça m'a sauté aux yeux. Et donc, bon, il n'a rien inventé, mais bon, on retrouve les mêmes moteurs et les mêmes structures. Et ce qu'il faut dire, c'est que là, c'est une vraie famille théâtrale. Enfin, c'est la compagnie des Petits Champs. Donc après, ils bougent en fonction des pièces et tout ça. Mais voilà, on sent ça aussi. Et puis quand on les suit, c'est beau à voir sur scène. Et moi, c'est vrai que je trouve que le Clément Hervieux-Léger, il a une délicatesse dans la mise en scène. Et il faut noter le décor, je crois que c'est Aurélie Maestre qui a fait le décor de Monsieur de Pourceaugnac aussi. Et c'est vrai que moi j'y vais presque pour voir un tableau avec lui. Enfin, j'avais beaucoup aimé d'ailleurs le Petit Maître corrigé, c'était tellement beau. Merci à toutes les trois. Le Pays lointain de Jean-Luc Lagarce, mis en scène par Clément Hervieux-Léger de la Comédie Française, se joue au Théâtre de l'Odéon à Paris jusqu'au 7 avril. Avant de nous retrouver pour la prochaine pièce, on va écouter Yann du blog Le Galopin qui est absent ce soir mais qui est avec nous en pensée et qui souhaitait nous faire part d'un de ses coups de cœur. Il s'agit du spectacle Bells and Spells au Théâtre de l'Atelier. On l'écoute tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Mon coup de cœur du mois est pour Bells and Spells. Au début du spectacle, 5 personnes assises sur des sièges face au public se livrent à une sorte de jeu de chaises musicales. Parmi elles, dissimulée sous des oripeaux, se cache une élégante jeune femme. C'est une kleptomane qui va dépouiller ceux qui passent à sa portée de leurs bijoux, vêtements, objets divers et qui va nous emporter dans un véritable tourbillon. Comme Alice chez Lewis Carroll, Aurélia nous emmène au pays de ses merveilles, où fauteuils, tables, robes, accessoires divers prennent vie, où les murs s'ouvrent et les personnages deviennent passe-murailles, où d'étranges animaux naissent, on y voit aussi un homme à tête de porte-manteau et un chien à tête humaine. Un monde étrange, merveilleux, baroque et surréaliste, où on pratique la danse, la magie, le cirque et le transformisme avec virtuosité. Le dicton dit « bon sang ne saurait mentir ». Aurélia, fille de Jean-Baptiste Thierry et de Victoria Chaplin, fondateur du Cirque Invisible, sœur de James Thierry et petite-fille du grand Charlie Chaplin, ne le dément pas. Conçu par Victoria Thierry Chaplin pour sa fille, Bells and Spells est un spectacle étonnant, poétique, féerique et plein de surprises. À cette réussite, il faut bien sûr associer Jaime Martinez, épatant complice et danseur de tango. C'est à voir sans hésitation au Théâtre de l'Atelier jusqu'au 12 mai, du mardi au samedi à 21h et le dimanche à 15h. Merci Yann.